Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Bel et Bien avec Agathe en pleine séance de spiritisme. Chut. Esprit, es-tu là? T'as entendu le signe? Oui. Ouais, t'es sûr. C'est le fantôme de mon grand-père, il est sur le plateau. Papy? Comment tu vas? Oula. Il avait pas un caractère facile. Bon. Il est vénère Allez, comme le bon. tonnerre, je le sens. Agathe, vous faites partie des 58% de Français qui croient aux phénomènes paranormaux. Bah là, vous avez bien vu. Alors qu'on y croit ou pas, on est tous fascinés par ces impressions de déjà-vu, ces rêves prémonitoires ou ces expériences de mort imminente. Alors que dit la science? Croyances irrationnelles ou pouvoirs extraordinaires de notre cerveau? Éléments de réponse avec le sommaire. Agathe, revenez avec nous. Non, laissez-moi seule. Depuis quelques années, la police fait appel à des médiums comme Geneviève Delpech, par exemple, pour faire avancer certaines enquêtes. Elle nous raconte le rôle qu'elle a joué dans la résolution de l'affaire de la petite Maëlys. Des portes qui claquent, des objets qui se déplacent, des lumières qui s'allument sans raison. Le chercheur Renaud Évrard, spécialiste des phénomènes paranormaux, décrypte ces troublantes sensations de présence inexpliquée rapportées chaque année par des millions de personnes. Et puis enfin, rencontre avec l'éminent chirurgien stomatologue Gérard Dupeyrat. À la suite d'un arrêt cardiaque, il a vécu une expérience de mort imminente qui a remis en cause toutes ses certitudes sur la médecine. Il va nous raconter ce qu'il a vécu au sein du bloc opératoire. Vous vous sentez aspiré vers le haut et vous retrouvez immédiatement dans une atmosphère d'une blancheur immaculée, une sérénité, mais comme je n'ai jamais connu. C'est un petit peu comme si vous étiez sur des nuages, vous flottez tranquillement au-dessus de la zone d'intervention chirurgicale. Vous en déduisez que c'est votre corps qui est ouvert avec les chirurgiens. Après, vous allez croiser des visages de défunts, des copains, des copines qui sont décédés. Vous savez que c'est la réalité de ce que vous vivez. Et pour explorer tous les mystères, l'équipe de Bel et Bien, nos chroniqueuses et chroniqueurs Elsa Wolinski, Marie-Trey Stéphanie et Stan Gusman, mais aussi notre experte, la neuropsychologue, directrice de recherche au CNRS, de classe exceptionnelle, Sylvie Chocron. Bonjour à toutes et à tous. Salut Agathe. Bonjour. Bonjour. Non mais vous forcez pas. Hein. Non, je ne pense pas. Salut Agathe. Non mais bon, Je l'ai dit comme ça. Je Je l'ai vraiment dit comme ça. de classe internationale. Salut Agathe. Je l'ai vraiment dit comme ça. Je suis quantité négligeable, je le sais Ali. Bon Sylvie, vous l'avez compris, on va vous challenger pendant toute cette émission parce que vous êtes hyper cartésienne. Ah oui. Donc pour chaque mystère qu'on va aborder, vous allez devoir nous proposer une réponse scientifique rationnelle. Vous êtes prête? Bien sûr, je relève le défi. Parce que je pense qu'on va vous piéger. Préparez bien vos arguments. J'attends ça. Vous avez du monde à convaincre, ma petite. 50% des Français ont déjà vécu une expérience inexpliquée. Stan dresse donc le bilan. Calmement. Alors déjà, Sylvie, je voudrais dire que je suis comme vous, team cartésien. Ouais. Voilà. Tout ce qui est voyance, médium, cartomancie, très peu pour moi. À la différence de tous les autres membres de l'équipe qui croient aux disciplines paranormales et qui s'adonnent à la sorcellerie en sacrifiant des poussins dans des caves pour convoquer les esprits. Cela dit, Sylvie, on a beau être tous les deux la caution la caution à raison de l'émission, reconnaissez que l'engouement pour ces disciplines est réel. Ce n'est plus une niche, c'est devenu un véritable phénomène culturel. 7 jeunes sur 10 y adhèrent. Un Français sur 4 a déjà consulté un médium, mon Dieu. En France, on compte 100 000 praticiens pour 15 millions de consultations par an. Un business qui s'élève à 3 milliards d'euros. Qu'on se le dise, l'ésotérisme s'est démocratisé. Plus de tabou. Avant, on y allait en cachette. On prenait rendez-vous avec une voyante en se demandant « est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ?» Aujourd'hui, on ne consulte plus vraiment pour prédire le futur, mais pour s'offrir en fait une séance d'introspection à moindre frais. On tire une carte pour nous aider à répondre à ces grandes questions existentielles. Où j'en suis dans ma vie? Qu'est-ce que je ressens vraiment? Où sont mes blocages? Notre horoscope nous dit par exemple d'entreprendre un projet et ça nous met sur la piste d'une réflexion, un peu comme une séance de développement personnel. Et les jeunes y adhèrent en masse, car Internet a donné une vitrine sans précédent à ce phénomène. Sur les réseaux sociaux, le tarot est une tendance et l'astrologie a un hashtag qui ne faiblit pas. Et dans l'édition Même Combat, les rayons ésotérisme sont ceux qui ont le plus explosé. Au fait, savez-vous où l'on trouve le plus d'adeptes d'ésotérisme? Pas de snobisme. Ouais. Chez les personnes diplômées, qui ont déjà entrepris une psychothérapie qui n'a pas répondu à toutes leurs attentes. Voilà sans doute pourquoi, sur ce plateau,
tout le monde croit aux disciplines paranormales. Mention spéciale à Agathe. Agathe qui ne se déplace jamais sans son pendule. Ouais, je balance. Agathe, dites la vérité, sortez-le, c'est bien. Expliquez-nous comment vous en servez et si vous y croyez vraiment. Bah, c'est pas que j'y crois vraiment ou pas. Je suis désolée, quand je lui pose une question, je ne bouge pas, il fait flou. Par exemple, j'ai dit, est-ce que je dois vraiment garder Stan Gusman dans l'émission? Vous avez vu le mouvement de main. C'est assez clair. Vers la droite, c'est non. Mais arrête, calme-toi. Calme-toi. Oh là là, je suis vraiment gênée. Je suis gênée, pardon. Bon, Sylvie, en tout cas, je suis pas la seule à avoir un pendule. J'ai aussi mon jeu de tarot. Moi aussi, Sylvie, elle est en train de nous regarder tous les deux. Mais on va juger toute l'émission. Oh, arrêtez. L'horoscope, je suis moins... Voilà, mais bon, en tout cas, on est nombreux à regarder l'horoscope quand même. Pourquoi tout ce qui n'a pas d'explication nous fascine? Pourquoi notre cerveau, finalement, enfin moi c'est ce que je ressens, il a besoin de croire à ces disciplines paranormales? Parce que notre cerveau, c'est un organe vraiment à faire des hypothèses, à résoudre des problèmes, à trouver du sens. Et ce qui est insupportable pour nous, c'est de voir des événements se produire et de ne pas avoir d'explication. Et si vous ne trouvez pas d'explication rationnelle, vous allez vous diriger vers des explications qui sont plus irrationnelles, mais qui auront ce bénéfice de répondre à la question « qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ?» Donner du sens à cet événement. Et puis en plus, notre cerveau, c'est un organe à prédire. Et voilà pourquoi on a une telle fascination pour les voyants, les médiums, etc. Parce que nous, on a une limite à nos capacités de prédiction. Je peux prédire que si je tends le bras dans cette direction, a priori, je vais pouvoir attraper la tasse. Mais je veux dire, je ne peux pas prédire ce qui va m'arriver demain, dans une semaine, dans un an. Et donc, cette impuissance face à ce qui nous arrive fait qu'on a une véritable fascination pour les gens qui auraient la possibilité de nous faire voir la vie. Qui ont la possibilité, Sylvie. Qui auraient donc la possibilité. Vous voulez qu'elle se fasse virer du CNRS ou quoi? Et donc, du coup, on est fasciné par des gens qui auraient ce pouvoir et qui viendraient combler cette impuissance que nous, on a à prédire l'avenir. Alors, Sylvie, on vous a entendu, mais pour autant, la science peut-elle tout expliquer? Une chose est sûre, les Français ont besoin d'explications, comme l'a constaté Sarah Cadour. Je ne suis pas voyant, mais quelque chose me dit qu'avec elle, on peut s'attendre à tout. Ça, c'est sûr. Ça va, monsieur, dame? Ouais, ça va, ah là là, ça fait plaisir. Alors, je me présente, moi, je suis Sarah, la voyante, la madame Soleil du Bled. Je vois de loin, de près, même en diagonale. Voilà, regarde comme ils sont beaux. Oh là là, Sylvie Choukran, ça va? Ça va, oh là là, comment elle est belle, elle a fait le brushing alambic. Et quand elle sourit, son brushing, t'es belle, y a qui encore? Agathe, Oui. T'as fait le stylisme? Ouais, j'ai fait les épaulettes. Oui. C'est ma chouchou, Agathe. Ah, ma c'est chouchou. gentil. Il y a qui? Il y a Elsa. Ah, miskina Elsa. T'as trouvé le mari ou tout? T'as pas trouvé? J'ai trouvé quelqu'un au bled, t'inquiète pas, quelqu'un de très bien. Ali. Je suis pas le chouchou, moi. Ah, toi, t'es mon amour de jeunesse. Ali, est-ce que tu te souviens? Ah, oui. Avant au bled, quand on copulait. Oui. Tu te souviens? Je me souviens. T'as remis les dents. Oui. Il n'avait pas les dents, Ali, miskin. Il n'avait pas les dents. Par contre, Ali, il avait une chevelure. C'était le Mike Brandt du bled. On l'appelait Mouk Brandt. Il était merveilleux. Il animait une émission à la radio. Bled Inter. Non, c'est un massif français Inter. On te connaît, t'inquiète pas, pas à moi, tu ne la fais pas. Bref, si je suis venue ici, les amis, c'est pour vous prédire l'avenir. Voilà, alors moi, je vais vous expliquer, c'est spécial. Je lis l'avenir dans la semoule. La semoule fine, la semoule moins fine, la semoule sèche, à l'huile d'olive. Bref, voilà. On va voir ce que les grains, ils disent pour vous. Allez, Agathe. Alors, Allez. J'ai On va peur. commencer, je commence par vous. Allez. Allez, pour vous, je vois des cheveux. Oui, une repousse capillaire spectaculaire, partout sur la tête, dans les oreilles, dans le nez, partout. Même dans un endroit stratégique de l'anatomie, si tu vois ce que je veux dire, hein, coquin? Tu vas avoir les cheveux bientôt, Inch'Allah, normalement. Ça va? Inch'Allah. Inch'Allah. Agathe, maintenant. Ah, faut chercher pour. Agathe, faut chercher là. Il n'y a rien. Agathe, je vois. Agathe, c'est bon. Agathe, pour toi, je vois une opportunité professionnelle incroyable. Un gros transfert de France Télé
vers Warzazat TV. Attention, une émission. Une émission, tu vas être contente. Santé et bien-être, mais sans la santé et sans le bien-être. Tu vois ici, ta productrice, c'est Nathalie côté. Ouais. Là-bas, c'est Nathalie à côté. Elle est toujours à côté de toi. C'est pareil. C'est quelque chose. Choukran. Dans l'émission, tu vas parler de la ménopause, mais sans pause, du nerf vague, mais sans les vagues, et du comment être en couple sans s'accoupler. Voilà, tu vas faire un tabac. Attention, mais pas le tabac de la cigarette, hein, c'est quand même la santé et le bien-être. Bref. Alors, vous êtes contents, les amis, c'est bon? Ma semoule, elle est fatiguée. Je vais devoir m'arrêter, je vais la laisser tranquille. Maintenant, allons voir si les Français de la France, ils croient aussi en la. Ah, ok, merci. Elle est fatiguée, ouais. Mais j'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette scène et que je te connais. Peut-être. Ça m'inquiète un peu parce que ça se passait pas très bien à la fin. Je te vois mal répondre aux questions et on va un peu chamailler sur un point de vue. Et toi, ça va un peu te froisser parce que t'as pas l'habitude de la télé, donc tu vas pas comprendre la subtilité de ce que je te dis. Et là, je te vois partir et on est en dispute. Donc on va pas faire l'interview. J'ai pas envie, mais je suis désolée. Ouais, je suis désolée. Bah ouais, je sais, mais je crois que t'es pas comme ça, mais t'es comme ça. Enfin, je suis désolée, je t'ai fait perdre ton temps. Là, les oracles ont parlé. D'accord. Ok. Bisous, merci. Je rigolais, Imen. Oh non. C'était pas vrai. Ah, je me suis fait avoir comme un bleu, là. Vous avez eu peur. Bah, complètement. Mais non, je vois que C'est- tout va bien se passer. Est-ce que vous avez déjà vécu une expérience un peu étrange, inexplicable ou paranormale? Oui, dans mon ancienne maison, il y avait par exemple des objets qui n'étaient pas à leur place alors que j'étais vraiment toute seule. Ou sinon juste des bruits la nuit. On va dire le décès de mon père. Le lendemain, je me mets à table et j'ai un robot ménager qui s'est mis en route tout seul. Est-ce que c'est un petit message de mon papa pour me remercier? On ne sait pas. Et aujourd'hui, j'en parle en plus, comme par hasard. C'est son anniversaire. Mais non. Voilà. Est-ce que vous croyez aux médiums? Est-ce que vous pensez qu'il est possible de communiquer avec des gens décédés? Ouais, moi je pense que c'est possible. Par exemple, j'ai déjà eu des personnes dans ma famille qui sont décédées et je sentais leur odeur. Par exemple, j'ai un grand-père, il avait un tabac particulier, je sentais le tabac. Mais non. Est-ce que vous avez déjà eu une prémonition? Oui, ça m'est déjà arrivé. Alors, Vous l'aviez pas vu venir, ça? pas du tout. Est-ce que vous croyez que votre signe astral influence qui vous êtes? Et vous êtes quoi comme signe, d'ailleurs? 100%. Alors là, moi je suis vierge et je suis une vraie vierge. Très certainement. Vous êtes quoi, vous? Je suis un poisson, je suis née le 23 février. Agathe et Poisson. Agathe, bonjour Agathe. J'adore Agathe. Poisson, et je pense que voilà, on aime bien être dans notre petite zone de confort et faire en sorte que tout aille bien en permanence. Oui. Vous êtes quoi comme signe? Cancer. Ils sont quoi, les cancers? Romantique. Là, je les connais bien, les cancers. Ouais, sensible, C'est romantique. Radin et méchant, mais gratuitement. Et je suis pas méchante. Ouais. Et manque d'hygiène. Alors là, c'est tous les cancers, c'est manque d'hygiène. Ah ouais? D'extérieur, on croit, mais en fait, intérieurement, c'est un peu pourri. J'ai jamais entendu parler de ça. Que pensez-vous des phénomènes de décorporation et des expériences de mort imminente? Vous savez, les personnes qui affirment s'être vues sortir de leur corps, avoir vu la lumière, etc. Chelou, hein. C'est chelou. Cette façon qu'elle a de... Décorporé. Nous sommes en train de vivre une expérience de décorporation. Il sort de son corps. Selon vous, qu'est-ce que l'intuition et pensez-vous en avoir? Je suis une femme a toujours de l'intuition. Justement, vu que vous avez une bonne intuition féminine, je vais vous montrer une photo de mon chéri, vous allez me dire si vous le sentez ou pas. Très bel homme, le regard vers le lointain, barbe taillée. Jimolo, je suis jalouse. Très bel homme. Un bel homme. Vous allez vous calmer. Vous le sentez ou pas? Oui, je le sens. Enfin pour vous. Pas trop quand même. Est-ce que vous avez déjà fait un ou des rêves prémonitoires? Oui. Un matin, je me suis dit, il faut que j'aille faire une mammographie et on m'a découvert un cancer du sein. Waouh. Donc oui, bien sûr. Pour l'instant, non. Les rêves prémonitoires, D'accord. je pense que c'est quelque chose de... Voilà, moi j'avais rêvé qu'il passe le monsieur là devant nous. Non mais je le savais. J'ai fait un rêve prémonitoire sur ce qui vient de se passer. Et je savais que vous alliez dire pardon. Et je savais que vous alliez dire qu'est-ce que je peux faire maintenant. Ben, je savais, tout ça je l'avais vu. Ah ouais? Ouais, je l'avais vu. Dingue. Vous êtes déjà fait tirer les cartes ou pas? Ouais. Ouais, j'aime bien. En fait, j'aime beaucoup le tarot. J'ai même tiré les cartes à un pote. Vous voulez pas me tirer les cartes? Allez, d'accord, on essaie. Est-ce que je vais avoir une augmentation? Tu as des bourses ici au-dessus de toi, ce qui est très positif. Simplement, elles sont attachées. Donc, ça va passer beaucoup par le cœur. C'est-à-dire, Complimenté? oui.
Bah Ali, Agathe, je vous aime, vous êtes beaux, vous êtes les meilleurs. J'ai jamais rencontré des gens comme vous. Merci d'exister, merci de respirer, merci de vivre. Et augmentez-moi. Merci, j'attends votre réponse. C'est pas moi, c'est les cartes. C'est l'oracle qui a parlé. Voilà. Vous voyez les petites bourses attachées? Oui, je vois les bourses. Elles sont attachées autour de mon... Quand je fais la danse du ventre, elles sont... Je te le dis, tu vas payer. C'est ça. Oui, c'est ça, je t'ai fait la consultation, c'est pas gratuit. Bref, avant de repartir dans mon cabinet, Ali, j'ai une dernière requête. Tu sais que notre histoire, elle reste inachevée. Tu m'as quitté dans des circonstances atténuantes et j'aime pas ça. Alors j'aimerais que tu m'accordes une dernière danse. Okay. Comme quand on était jeune au bled et qu'on faisait le frotti-frotta en plein milieu du souk. Et là, tu veux bien? Allez, on y va. Allez, ça va. Allez, viens. Allez, ouh là là, ils sont bons celui-là. Oh là là, allez Ali, ils sont les pamplemousses. Les pamplemousses. Allez, sortez, Sarah. Ça suffit. À bientôt, Merci, Sarah. je t'aime. Merci, Sarah. Allez, il est temps de s'intéresser à ces états de conscience qui interrogent la science. Expérience de mort imminente, médiumnité, rêve prémonitoire. On va en parler avec vous, Renaud Évrard. Bonjour, Renaud. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation dans Bel et Bien. Alors, vous êtes psychologue clinicien, vous êtes spécialiste des expériences dites paranormales et vous êtes l'auteur du livre 16 cas de clinique des expériences exceptionnelles. C'est aux éditions Duno. C'est un ouvrage dans lequel vous explorez sans tabou tous les phénomènes exceptionnels. Et vous dites qu'en Occident, ces mystères restent difficiles à étudier parce qu'on les associe à la folie, à la communauté scientifique. La communauté scientifique, s'en détourne. Mais grâce à vous, on va les passer en revue. Et à chaque fois, on verra un peu de quel côté penche la balance entre la science et le mystère, puisque c'est le but de cette émission. C'est essayer de démêler le vrai du faux. On va commencer par la télépathie, vous êtes d'accord? Donc c'est vrai qu'on l'a tous vécu. Mais alors moi, c'est marrant, c'est toujours avec les mêmes personnes. J'ai ma copine Julie, par exemple, dès que je pense à elle, elle m'appelle. On va voir si elle m'appelle là. Elle ne va pas du tout m'appeler, évidemment. Mais on pense très fort à quelqu'un et la personne nous appelle dans la minute. C'est un peu comme s'il y avait un lien direct qui s'établissait entre des esprits. Alors, est-ce que la télépathie, ça s'explique ou est-ce que c'est un mystère pour la science ? Alors déjà, effectivement, c'est une expérience qui est vécue par de nombreuses personnes. On peut avoir des effets positifs comme ça, d'anticipation, de pressentiment, mais il y a aussi beaucoup, spontanément, les moments où on est informé d'un danger, d'un malheur qui arrive à un de nos proches. C'est ce qu'on appelle le mauvais pressentiment ? Oui, il y a des choses comme ça, et effectivement, ça peut survenir lors d'un rêve ou tout moment de la journée. Là, j'avais pensé à un exemple de Christelle qui était très amoureuse de Jean, mais ne savait pas si c'était réciproque. Et puis, s'était disputé, et quelques jours plus tard, elle a une vision où elle voit Jean lui apparaître et lui dire je vais arrêter de t'ennuyer. Et il se suicide d'une balle dans la bouche. Donc, vision d'horreur, elle rentre chez elle et sa mère a vraiment une tête d'enterrement, c'est l'occasion, et lui dit voilà, il est arrivé un grand malheur, et elle complète l'annonce parce que sa vision était tout à fait exacte, alors qu'elle se trouvait à 20 km et qu'il n'y a rien qui laissait présager un tel malheur. Donc effectivement, face à ça, on est assez dépourvu, c'est vraiment très perturbant, il y a un côté très dramatique et en même temps, ça vient nourrir la question du lien que les gens vont avoir et la nature de ce lien qui est questionné. Après, on peut transposer en laboratoire ce type d'expérience, on peut essayer de contrôler tout ça. Il y a eu quelques résultats qui viennent montrer que finalement les gens ont des intuitions, des capacités à deviner des choses plus souvent que le hasard ne pourrait le permettre de le penser. Par contre, oui, c'est tout à fait controversé et on a surtout... Vous êtes mal accompagné. Non, moi je suis très content qu'on ait un discours, un échange là-dessus. Il n'y a pas de support matériel, il n'y a pas de mécanisme explicatif qui générait un consensus sur ce que serait la télépathie. Je peux rajouter quelque chose ? Alors, il y a eu une grande étude qui a été faite avec des chercheurs très reconnus, je précise parce que c'est important, et publiée dans un journal très reconnu. Et ces chercheurs se sont dit, si la télépathie existe, ça doit se passer dans le cerveau. Donc, on va prendre deux personnes, en mettre une dans une IRM fonctionnelle, l'autre à l'extérieur. Et la personne à l'extérieur va essayer de faire deviner des choses à la personne qui est dans l'IRM. Et puis, à côté de ça, on va aussi présenter des images à la personne qui est dans l'IRM et on va comparer ce qui se passe. Déjà, première chose, est-ce que la personne qui est dans l'IRM arrive à deviner les images que l'autre personne à l'extérieur lui envoie? Et là, les résultats sont formels. Première évidence, les gens ne devinent pas plus que 50% de ce que la personne à l'extérieur leur envoie comme information. Et deuxième résultat important, quand on regarde le cerveau
au moment où la personne a deviné, donc dans juste 50% des cas, donc comme le hasard, il ne se passe rien de particulier. Alors ça ne veut pas dire, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des mécanismes de télépathie, mais en tout cas, il n'y a pas une activation dans le cerveau de la personne qui a deviné qui est spécifique. C'est peut-être pas la communication entre deux individus, mais entre nous-mêmes et un moi virtuel du futur. En fait, qui viendrait nous informer à rebours d'une chose dont on veut éviter, un choc affectif, en fait. Et c'est vraiment plutôt comme ça qu'on pourrait aller vers... Ça pourrait être aussi une juste analyse d'une réalité. Exactement, en fait, effectivement, on ne peut pas éviter l'anticipation rationnelle dans les conditions normales. Par contre, en laboratoire, on peut le faire parce qu'on peut vraiment mesurer objectivement l'écart par rapport au hasard. Sylvie, le prochain mystère est pour vous. Comment est-ce que vous expliquez, ça aussi on l'a tous vécu, cette impression de déjà-vu. Je ne sais pas si c'est vraiment une sensation désagréable, mais on a l'impression qu'on a déjà vécu la scène. Alors ça, pour le coup, on l'explique plutôt bien d'un point de vue physiologique. Donc normalement, quand tout se passe bien, vous percevez quelque chose, puis vous pouvez le mémoriser, puis vous pouvez y repenser ensuite comme un souvenir. Et dans le déjà-vu, ce qui se passe, c'est qu'il y a un petit décalage temporel et les zones de la mémoire vont s'activer avant celles de la perception. Et donc, du coup, votre cerveau vous dit que c'est un souvenir, alors qu'en réalité, vous êtes en train de percevoir. Et donc, vous avez cette sensation d'avoir déjà vu cette chose, alors que vous la voyez pour la première fois, parce que, tout simplement, la mémoire a fabriqué un souvenir avant même que votre cerveau ne fabrique la perception. Sylvie, les yeux dans les yeux. Oui. Vous n'avez jamais vécu un phénomène paranormal où vous vous dites, en dépit de tout ce que je sais sur le cerveau, sur la science, il y a quelque chose qui me trouble. Si, tout à fait. Alors, je ne l'appelle pas paranormal. J'ai vécu des phénomènes que je ne pouvais pas expliquer. Mais ce n'est pas parce que je ne peux pas les expliquer qu'ils sont paranormaux. Voilà, c'est là ma limite. C'est juste qu'on pense, par exemple, on pense que l'IRM permet de tout voir dans le cerveau. C'est faux. On pense qu'on peut tout expliquer, c'est faux. Je veux dire, on ne perçoit pas consciemment les ultrasons et les infrarouges, mais notre cerveau les perçoit sans doute. Donc il y a tout un tas de choses qu'on ne maîtrise pas sur le plan scientifique, mais ce n'est pas pour autant que c'est paranormal. Allez, est-ce que la science peut expliquer le phénomène déroutant des expériences de mort imminente que décrivent 4 à 10% des personnes en réanimation? Pour le savoir, écoutons le témoignage recueilli par Marie-Trey Stéphanie. Maman, c'est quoi la mort? Voilà la question de mon fils ce matin entre 2 tartines. Donc bien entendu, moi je sais ce que c'est la mort clinique, on peut expliquer ce que c'est, mais qu'est-ce qui se passe après la mort? Ça, franchement, j'en sais rien, je ne sais pas si vous avez une idée. Et en revanche, ce que je sais, c'est ce qu'il se passe quand on frôle la mort. Grâce à la folle histoire de notre témoin, le très respecté chirurgien stomatologue Gérard Dupeyrat, en fait, il y a 6 ans, à la suite d'une dissection de l'aorte ascendante, donc ça c'est une urgence absolue où les chances de survie sont quasi inexistantes, et Gérard bascule en état de mort clinique et se retrouve plongé dans un coma artificiel. Et pendant que son corps se bat, lui, il va vivre une expérience de mort imminente. Il se voit sortir de son corps, il voit le fameux tunnel, il ressent un apaisement et un amour qu'aujourd'hui encore il a du mal à décrire. Il va même revoir des défunts, puis tout s'arrête et miracle, il est en vie, il est sauvé. Une expérience qui a complètement transformé sa vision de la vie. Bonjour Gérard. Bonjour Marie. Est-ce que c'est juste si je dis qu'il y a 6 ans, vous êtes mort? Ouais. J'étais à mon cabinet. Quand j'ai ouvert la porte de la salle d'attente, j'ai senti une douleur extrêmement violente à la mandibule. Moi, dans ma petite tête, tout de suite, je me suis dit, bon, avec la vie que tu as eue, tu es en train de faire un infarctus. Et puis voilà, bon, il fallait bien que ça arrive un jour, donc... Heureusement, Gérard est vite pris en charge par un médecin du SAMU qui pose tout de suite le bon diagnostic. Une dissection de l'aorte ascendante. Il intègre donc le bon service et subit une intervention de plus de 8 heures à cœur ouvert. Son pronostic vital est tellement engagé que les médecins demandent à ses proches s'ils sont d'accord pour donner ses organes. Pendant que l'équipe médicale tente de sauver Gérard, lui vit une expérience intense. Vous vous sentez aspiré vers le haut et vous retrouvez immédiatement dans une atmosphère d'une blancheur immaculée, même plus qu'immaculée, c'est ce que je dis toujours, je n'ai pas d'adjectif pour qualifier cet état. Et
Pareil en ce qui concerne votre ressenti, parce que votre ressenti, c'est une sérénité, mais comme je n'ai jamais connu. C'est un petit peu comme si vous étiez sur des espèces c'est même pas des nuages, mais on va dire ça des nuages. Vous flottez tranquillement. Après, vous allez croiser des visages, uniquement des visages de défunts, des copains, des copines qui sont décédés, des membres de la famille, des patients avec qui j'avais des très très bons rapports qui sont décédés. Vous êtes accueillis, il n'y a pas d'autre terme. De temps en temps, dans cette atmosphère qui est complètement hallucinante, vous vous retrouvez tout à fait au-dessus de la zone d'intervention chirurgicale. Vous en déduisez que c'est votre corps, vous voyez, qui est ouvert avec les chirurgiens, les infirmiers. Vous le constatez, vous savez que c'est la réalité de ce que vous vivez. À un moment, ça s'arrête. Sans trop comprendre pourquoi, l'expérience prend fin. L'heure de Gérard n'est pas encore venue. Sa chirurgie a fonctionné. Il est sauvé. Pourtant, sa vie va être à jamais profondément transformée. La première question que vous vous posez, je ne l'ai pas vécue. C'est pas possible. Avec la psychologie que j'avais, ça n'existe pas. Je suis chirurgien maxillofacial, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis archi cartésien. 1 + 1 = 2, point final. Pour Gérard, il est temps de faire acte d'humilité. Et une petite voix dans sa tête tente de le raisonner. Gérard, tu as vécu un truc auquel tu n'as strictement jamais cru, même si des patients t'en avaient parlé par le passé. Vous réagissiez comment quand vous racontez ça à l'époque? Je rigolais, je leur disais, écoutez, ça se passe bien, la cicatrisation est bonne, il faut attendre un peu. Et puis après, je disais, putain, le mec, bon, ça va aller mieux après. Quand le cerveau sera complètement revascularisé, il va... Ah non, mais j'étais mais aux antipodes. Qu'est-ce que ça vous a fait de traverser le miroir? Vous finissez par reconnaître que vous avez développé une forme d'hypersensibilité par rapport aux êtres humains, par rapport à la nature. Vous voyez obligatoirement la vie d'une manière différente. Au lieu de se précipiter, comme je faisais avant, je sautais sur la moto, je descendais, je passais un coup de fil à un copain ou une copine. Après, je foutais le camp à la clinique. Après, il y avait un pote qui venait avec moi pour déjeuner, même si ça durait que 10 minutes. Vous vivez les choses extrêmement différemment en profitant de tous les instants. J'ai l'impression d'être beaucoup plus humain qu'avant. En tout cas, ça débat en plateau. Hein. Ça fait parler, bien sûr. C'est un type formidable, en tout cas. Que vous connaissez bien. Et qui est venu en plateau, d'ailleurs, pour nous parler de toute autre chose. Merci à Gérard Dupeyrat pour ce témoignage si intense et si intime. Lors de notre discussion, j'ai quand même été frappée par cette dualité qu'il y a en lui. Il a du mal à accepter quand même ce qui s'est passé, parce que le Gérard d'avant est encore un peu là quand même. Très cartésien, très rationnel. Et voilà, exactement. Et pourtant, il a été viscéralement changé, même sa vision de la vie, dans ses certitudes, ses valeurs. Le motard avide de sensations fortes est devenu complètement hypersensible. Lui qui quand même suivait des combats d'animaux à ses heures perdues, il voyageait pour ça, a désormais du mal à écraser une guêpe, tant la vie a une valeur inestimable dorénavant pour lui. Preuve que ces expériences de mort imminente transforment profondément la vie de ceux qui les vivent. Renaud Évrard, partagez-vous ce constat et comment la recherche explique ces EMI, ces expériences de mort imminente? Alors déjà, je dois dire que toutes les EMI n'ont pas les mêmes répercussions, malheureusement, pour les guêpes. Et puis, d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de consensus au niveau des chercheurs sur ce que serait vraiment une EMI. Là, par exemple, le docteur Dupeyrat, on a vraiment, objectivement, un trouble organique associé à l'expérience, mais il y a beaucoup de ces expériences où la personne a simplement l'impression qu'il y a un danger mortel qui se présente à elle et ne le vit pas vraiment. En gros, il y a 2 modèles dominants. Il y en a un qui est assez réductionniste, qui va dire c'est finalement une hallucination du cerveau mourant, une sorte de bouquet final cérébral à base d'hormones et de neurotransmetteurs. Et il y a un autre modèle qui dit oui, l'esprit se sépare du corps et expérimente le monde d'une façon tout à fait extraordinaire. Mais ces 2 modèles accumulent beaucoup de promesses, mais très peu de preuves concrètes. Et ma vision plutôt de l'expérience de mort imminente, c'est un état non ordinaire de conscience qui est adapté, qui est une réaction
à une menace perçue comme mortelle. Et donc, on va optimiser la performance parce qu'on va penser plus vite, on va mieux percevoir de façon plus globale la situation, on va mieux se coordonner et mettre en place des actions performantes, pertinentes pour se sauver la vie. C'est vraiment comme si l'expérience de mort imminente mobilisait l'énergie du désespoir. Mais pour vous, comment vous expliquez qu'il sort de son corps, qu'il se voit ouvert, la poitrine ouverte, le cœur en train d'être disséqué, analysé? D'un point de vue neurologique, on sait maintenant qu'on peut simuler la décorporation. On peut vraiment, en inactivant ou en activant certaines régions cérébrales dans la profondeur de Mais notre les yogis cerveau, le font, les maîtres yogis le font très bien. on peut tout à fait produire des expériences de décorporation. Donc on sait exactement comment produire ça d'un point de vue neurologique. Pareil pour la lumière blanche, pareil pour les images visuelles, les hallucinations, tout ça on sait expliquer d'un point de vue neurologique. C'est vrai que ces expériences de mort imminente modifient les gens d'un point de vue psychologique parce que ça va les rendre soit plus résilients, soit moins anxieux par rapport à la mort, soit la vie a une plus grande valeur, soit ils changent complètement leurs investissements dans la vie. C'est-à-dire que l'expérience en elle-même va les modifier psychologiquement. Mais l'origine au départ de l'expérience, elle peut être tout à fait neurologique. Alors on va passer maintenant à un phénomène flippant. Vous savez, ce phénomène qu'on a déjà tous expérimenté. Oh là là, j'ai peur. Vous savez, quand vous pensez qu'il y a quelqu'un alors qu'il n'y a personne. Ces présences invisibles qu'a vécu Ali récemment. Ces objets qui bougent seuls. Ces coups dans les murs, ces portes qui claquent, ces pas, ces lumières qui s'allument. Cette vaisselle qui tombe. Aujourd'hui, ces récits ne se racontent plus seulement au coin du feu. On les écoute en podcast et ça cartonne. Alors pourquoi est-ce qu'on adore se faire peur avec des histoires de fantômes? Elsa a décidé de nous faire frissonner de plaisir, comme chaque samedi. Oh là là, carrément. La musique de Shining. C'est une des musiques les plus flippantes du monde, quand même. Ouais, ça c'est vrai. Agathe, Oui, Chou. vous allez bien? Ça dépend de ce que vous allez me dire. Ali, ça va? Pareil, ça dépend. Moi, je sais pas, je me sens... J'ai l'impression qu'on n'est pas... Attendez, je regarde un peu. Ah oui, oui. Non, je sais pas. Attendez, je regarde. Il y a peut-être mes parents, on ne sait jamais. Mais vous savez que, en fait, je vais vous dire, depuis que je travaille sur cette chronique, j'ai l'impression d'entendre des bruits en permanence. Sylvie, Je l'ai entendu. vous l'avez entendu. Je ne suis pas toute seule. On est d'accord. Je ne deviens pas folle. Non, parce que vous savez, moi, je suis prête à tout pour Bel et Bien. Je suis prête à tout. Quand j'ai appris qu'il y avait effectivement une addiction pour des podcasts sur les fantômes, sur les présences invisibles, je me suis dit, allez, Elsa, vas-y, même si tout ça te fait extrêmement peur, écoute tout. Eh bien, j'ai tout écouté. Ça fait une semaine que je dors avec une veilleuse de bébé, parce que j'ai peur du noir. Voilà. Mais en tout cas, si vous aimez amateurs de frissons et de cauchemars, c'est pour vous. J'ai 2 petits podcasts à vous proposer. Alors, le premier, c'est In Tenebris. C'est de la journal. Vous en avez entendu parler, Agathe? C'est pas que j'en ai entendu parler. Et c'est vous l'écoutez? Mais bien sûr. Mais je ne peux pas le croire. C'est la journaliste Marine Benoît qui explore des faits troublants de présence, de fantômes restés sans réponse, comme ça. Ce qui est très intéressant dans son podcast, c'est que d'abord, il y a l'histoire. Alors évidemment, on est dans une immersion totale. Mais ensuite, il y a le débrief. Effectivement, il y a le débrief, il y a des experts qui sont là, comme vous, par exemple. Tout à fait, je vous ai écouté. Voilà. Mais oui, je vous ai écouté. C'est vrai, vous étiez avec moi cette nuit, figurez-vous. Je suis désolée. Et c'est vrai, mais ça, je trouve que c'est effectivement ce podcast, il est très intéressant parce qu'on a l'histoire, on a un peu peur, on flippe, on comprend pas, et après, enfin, on a des explications. Ouais. Dans lequel on trouve pas vraiment de réponse, en vrai, quand même. Soyons très honnêtes. Ouais, il reste de la place. Il reste de la place, voilà. Alors, on va écouter un extrait. D'abord, je vous raconte un peu l'histoire. On est dans les années 50, on est en Grande-Bretagne. L'affaire s'appelle Battersea. Et en fait, c'est l'histoire de Shirley, qui est une blonde qui a 15 ans, une adolescente londonienne. Elle va emménager avec ses parents dans une maison. Et là, ils vont se rendre compte qu'il y a un esprit maléfique qui va tomber amoureux de Shirley. À l'époque, évidemment, tout le monde est au courant de ce qui se passe, tout le monde s'inquiète sur cette maison. Et il y a une journaliste très connue de l'époque, Joyce Levis, qui va décider de venir le soir près de Shirley. Vous allez voir, écoutez. Vers 1h du matin, Shirley s'est mise à crier. Elle dit avoir été griffée. Sur sa jambe, une marque de griffure est en effet visible. Quelques minutes plus tard, Joyce sent à son tour qu'on lui touche la cheville. Vers 2h, alors que Shirley s'est enfin endormie,
la journaliste vit une scène de film d'horreur. Son lit tremble de partout et le bras de Shirley est tiré depuis l'extérieur. L'adolescente manque de tomber, mais Lewis la retient. Dans son témoignage, elle parle d'une force indescriptible. Allez, je télécharge. C'est parti. Alors attendez. Ça, c'est le récit de la journaliste qui a passé la nuit avec Shirley. Oui, c'est le récit de la journaliste, c'est un peu effrayant quand même. Et alors attendez, parce que j'en ai un autre. Et alors là, celui-là, c'est Feu de camp. Est-ce que vous le connaissiez, Feu de camp? Pas. Ah, Feu de camp, c'est de la youtubeuse journaliste Taous Merachi. Elle est géniale. Alors alors sa passion, c'est faire peur. Sa passion, c'est l'angoisse. Sa passion, c'est les cauchemars. Qu'est-ce que je vais vous dire? Et elle est là, et alors elle vous raconte d'un air comme ça, tranquillement, des choses absolument horribles, pareil, des histoires atroces. Et là, c'est l'histoire de la poupée Robert. En fait, il y a un petit garçon qui s'appelle... Alors, les poupées... On n'aime pas les poupées. Non, mais les poupées, ça me rappelle chez ma grand-mère, les poupées sur l'armoire qui nous regardaient pendant qu'on dormait. C'est ça. Et bien, on est là. Alors, imaginez, on est en 1904. C'est un petit garçon qui s'appelle Jean, et on lui offre une poupée de chiffon. Et là, alors cette poupée, déjà, elle fait un peu peur. Et alors lui, il va tomber complètement dingue de sa poupée. Il va l'appeler Robert, il va l'habiller comme lui. Déjà, c'est chelou. Hein, déjà, pardon, c'est un peu chelou. Et puis au fur et à mesure... Ah oui, d'accord, Robert, oui, ok. Ils vont devenir inséparables. C'est horrible. À un moment, il va faire des bêtises, ce Jean. Et alors ses parents vont lui dire, mais arrête de faire des bêtises. Il va dire, mais c'est pas moi, c'est Robert. C'est comme les amis imaginaires. Et voilà, écoutez, vous allez voir. Robert est une poupée susceptible. Et si vous avez le malheur de mal le regarder, de vous moquer de lui, ou de lui manquer de respect d'une quelconque manière lors de votre visite, il y a de fortes chances que quelque chose de moche vous arrive dans les mois qui suivent. Un jour, une tante venue rendre visite à la famille suggère de mettre Robert au grenier pour mettre fin à tout ce cirque. Oh, l'erreur. Le soir même, elle meurt dans son sommeil. Allez, je télécharge. Vraie histoire. Allez. Vraie histoire, faut pas le fâcher, Robert. Attention, et alors Robert... Pareil avec moi. Les gars, faut pas fâcher le caron. Robert, on peut aller le voir. Il est en Floride, dans le musée du paranormal. Et, vous l'avez vu? Non, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas vraiment d'urgence. Oui, c'est clair. Et alors, en fait, parce que effectivement, la maison dans laquelle il y avait Robert et Jean a été vendue en 1974, et les nouveaux occupants qui ont acheté la maison et donc récupéré la poupée, eux aussi ont entendu des bruits. Donc tout ça a fait que Robert, tac, il est dans un musée, et que, évidemment, il a inspiré qui? À votre avis, quel film il a inspiré, Robert? Jackie, bien sûr. Évidemment. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on adore ce genre d'histoire? Pas moi, je vous dis tout de suite, Sylvie, pour une fois, je suis normale. J'ai l'impression d'être normale sur ce plateau, ce qui n'arrive pas souvent. Mais effectivement, on voit, qu'est-ce qui nous plaît? C'est qu'en fait, on se projette des images, mais en même temps, on est rassuré puisqu'on est chez soi. Donc, c'est une fausse peur, je me trompe pas. On joue avec la peur. C'est ça, on joue avec la peur. En même temps, ça libère évidemment de l'adrénaline, ça libère de la dopamine, tout ce dont on a besoin pour être un peu excité, pour tout ce qui nous plaît, tout ça. Donc en fait, tout ça va provoquer effectivement de l'excitation, et c'est ça qu'on aime en fait, on aime. Mais c'est ça qui est bizarre, c'est qu'en même temps, on aime avoir peur, on est quand même un peu bizarre. Pas aussi bizarre que ce qu'on n'explique pas, que ce que vous n'arrivez pas à expliquer. Non, mais on remercie les gens qui font ces podcasts, ça ramène plein de gens en cabinet. Voilà. Alors, ces histoires de fantômes ne sont pas si rares que ça. 10% de la population admet avoir vu ou senti la présence de quelqu'un sans le voir. 14% d'entre nous déclarent même être déjà allés dans une maison que l'on ressent comme hantée. D'ailleurs, ce mystère des présences inexpliquées porte un nom scientifique, les poltergeists. C'est un terme allemand qu'on pourrait traduire par esprit frappeur. On voit quelques-unes de ces manifestations sur ces images. Alors Renaud Évrard, est-ce bien comme cela que ça se manifeste? Et comment explique-t-on ces phénomènes? Alors, c'est plutôt surtout des sensations très subjectives, une sensation de présence, des bruits courants qu'on reconnaît. On n'a pas de vidéos ou de photos qui objectivement garantissent l'authenticité des phénomènes en conditions contrôlées. Donc là, on peut suspecter des montages. Mais les psychologues ont effectivement travaillé depuis un quart de siècle principalement sur ce sujet. Et on pense aujourd'hui que c'est une sorte d'illusion non pathologique
qu'on est tous amenés à pouvoir vivre dans des conditions environnementales adaptées, peut-être ce studio, son décor, les suggestions qui peuvent être faites avec la musique, les profils psychologiques de chacun. On pourrait être tout à fait sujet à ce genre d'expérience. Après, il y a aussi parfois des anomalies qui dépassent les explications simplement psychologiques. Vous avez un site français qui s'appelle MacroPK qui recense 1300 cas. Là. Oui, voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a des recherches depuis un certain temps pour l'idée qu'il y a peut-être, du côté des parapsychologues, moins des entités, des démons, des djinns, des fantômes qui interviennent, mais plutôt un effet de la psyché des personnes qui sont là, bien vivantes et bien présentes, mais il y aurait une sorte de besoin d'autonomie qui serait contrarié par le collectif. Il y a par exemple, dans un couple, une personne qui veut rompre, mais qui ne sait pas comment l'exprimer. Ou alors, il y a un adolescent qui veut s'émanciper, mais il y a un risque un petit peu de faire imploser sa famille. Et dans ce cas-là, c'est comme une forme de psychosomatique en circuit externe. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire, c'est comme si la maison s'animait en réaction à ce qu'on vit à l'intérieur. Comme si, quand on est stressé, on peut avoir de l'eczéma, et bien finalement, la psyché va déborder dans l'environnement, et c'est la maison qui fait une crise de nerfs à notre place. Avec des lumières qui s'allument, par exemple. Et tout à fait. Exactement. C'est assez cool. Exactement. Parlons du plus vieux métier du monde, la médiumnité. Mais au fait, c'est quoi? Si l'astrologue décrypte le langage des astres, si le voyant perçoit des scènes du passé ou de l'avenir, le médium, lui, se présente comme un intermédiaire entre le monde visible et celui des défunts. Il affirme entrer en contact avec les esprits, un messager dont les perceptions sont sollicitées pour transmettre des messages à des proches disparus et parfois même pour tenter de faire avancer des enquêtes non résolues, à l'image de Geneviève Delpech que notre journaliste Marianne Moing a rencontrée. Au sommaire du journal, la disparition inquiétante de Maëlys. Vous connaissez certainement l'affaire tragique de la petite Maëlys, 8 ans, disparue dans la nuit du 26 au 27 août 2017, lors d'un mariage en Isère. Et si je vous disais que Geneviève Delpech, médium, a joué un rôle crucial dans la résolution de l'enquête? Le lendemain du drame, date de et témoignages de policiers à l'appui, elle nomme et décrit précisément le ruisseau du pont de Morges, là où Nordal Lelandais se débarrassera du corps de la fillette 5 mois après l'enlèvement. Le 14 février 2018, sous la pression des éléments évoqués par la médium, le tueur passe aux aveux et conduit les enquêteurs sur les lieux indiqués. Aujourd'hui, Geneviève Delpech est avec nous. Bonjour Geneviève. Bonjour Marianne. On vous présente comme la médium la plus sollicitée par la police. Comment vous participez aux enquêtes? La plupart du temps, c'est la police qui m'appelle, ou la famille qui m'appelle, ou l'avocat de la famille qui me demande si je veux bien les aider parce qu'ils n'ont pas de solution. Et je suis allée sur des scènes assez épouvantables. Donc je travaille davantage sur des photos maintenant. Est-ce que vous pouvez nous décrire vos visions? Quand j'ai un flash, quand j'ai une vision, pour moi j'y suis. C'est comme si le futur, le passé, le présent, tout ne faisait plus qu'un. Et je suis dans une scène. Mais j'ai des sons aussi, toujours à l'oreille gauche, des odeurs. Je pense que c'est la physique quantique qui expliquera ça. Et vous dites souvent, en tout cas quand vous travaillez sur des affaires, sur des enquêtes, que de vous dire, de bien réfléchir, c'est le pire des conseils. Plus on me donnera de détails, plus je réfléchirai, moins je verrai. Il faut que ça vienne instantanément. Je vois ou je vois pas. C'est grâce à son don qu'en janvier 2003, Geneviève perçoit la voix d'une petite fille qui lui dit « Je suis à Saint-Thibault-des-Vignes ». Pour elle, ça ne fait aucun doute, il s'agit d'Estelle Mouzin, tout juste disparue. Convaincue, la médium se rend instinctivement dans la commune de Guermantes, là où la famille de la fillette réside. Et je suis allée directement à la maison, je savais que c'était là. Et j'ai sonné, et c'est la maman d'Estelle qui est venue. J'ai dit, écoutez, voilà, j'ai des dons de voyance, et je peux peut-être vous aider pour Estelle. Elle m'a laissée seule dans sa chambre, et là, quand je suis ressortie, je voyais Fourniret. Je savais que c'était sa tête. Sauf qu'à l'époque, Michel Fourniret est inconnu du public et des médias. Pourtant, Geneviève dessine son portrait robot. 6 mois après les faits, il est interpellé. L'homme correspond au signalement que la médium avait donné, mais il a un alibi que la police croit dur comme fer. On m'a toujours dit, il a un alibi, il a téléphoné ce soir-là. Mais moi, j'ai toujours pensé que c'était lui. Pendant 17 ans, l'affaire Estelle Mouzin reste sans réponse, notamment parce que la femme est complice de Michel Fourniret, Monique Olivier se mure dans le silence. De longues années durant lesquelles Geneviève, qui n'en démord pas, n'est ni entendue ni crue. En mars 2020, Fourniret finit par reconnaître l'enlèvement et le meurtre de la fillette. Mais un mystère demeure. Il y a des campagnes de fouilles qui sont organisées, mais encore aujourd'hui, le corps de la fillette n'est pas retrouvé. Oui, moi je pense
C'est difficile d'en parler, l'enquête est toujours ouverte, mais moi je pense qu'on n'a pas cherché au bon endroit. C'est vrai? Voilà. Vous avez une idée précise d'où il pourrait être Depuis le début, oui. Mais bon, voilà. Affaire à suivre. Les visions de Geneviève ne se limitent pas à la résolution d'enquêtes criminelles. Elles sont aussi prémonitoires. Le 19 juin 1986, Coluche est victime d'un accident de la route dans le sud de la France. Une fin tragique que la médium affirme pourtant avoir tenté de lui éviter. Je lui ai dit, tu vas faire de la vitesse et tu vas avoir un accident là. Et il me dit, non seulement je vais faire de la vitesse, mais je veux gagner le record du monde sur tant de mètres ou kilomètres, je sais pas. Voilà. C'est là où je me dis qu'il y a un destin contre lequel on ne peut plus rien faire. Et j'ai pressenti le drame, mais je n'ai pas pu l'éviter. Vous vivez au quotidien avec ces flashs, qui sont des images violentes, parfois très sordides. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous percevez ces informations? Je le ressens physiquement. Après, j'en tombe malade, j'en ai presque des nausées. Comment vous le gérez au quotidien? Non, mais j'en ai pas 24 heures sur 24. Okay. Et puis, je vois aussi des jolies choses. Je sens les naissances. Je me trompe jamais. C'est vrai? La maman n'est pas encore enceinte. Je vois le bébé. Je sais si c'est un garçon ou une fille. Je crois que je me suis jamais trompée. Et vous dites aussi qu'il y a des défunts qui viennent vous livrer des messages? Oui, oui. Souvent entre 3 et 5 heures du matin? Toujours. C'est comme des hologrammes. Ça dure pas longtemps. Et après, j'entends. Mais on me parle parfois même pas dans ma langue française. Je sais même pas ce que je note parfois. Et après, les personnes à qui je transfère les messages font traduire ça. J'ai eu des messages en araméen ancien. C'est celui de l'époque du Christ. J'ai eu des choses incroyables. Et vous tenez à ne jamais faire payer vos interventions? Non, jamais. Non, non. Pourquoi c'est important pour vous de rester en dehors de toute logique financière? Parce que c'est un don, et je trouve qu'un don, ça se partage. Et en plus, je veux pas que ça devienne un métier aussi. Je veux pas ce rapport avec l'argent. Il me semble que je perdrais ce don si je me faisais payer. Merci beaucoup, Geneviève. Merci à vous, Marianne. Merci à Geneviève Delpech, dont le dernier livre qui s'appelle Les animaux médiums est paru aux éditions First. Renaud Évrard, les perceptions de Geneviève Delpech, forcément ça pose question, ça interroge tout le monde, sauf les gens qui vraiment mettent ça à distance. Mais de quoi il s'agit réellement? Est-ce que c'est un don surnaturel? Est-ce que c'est une intelligence émotionnelle supérieure? Non mais là, franchement, je pense, objectivement, je pense qu'il y a beaucoup de charlatans, mais qu'il y a des personnes, en tout cas, qui le ressentent vraiment. Alors, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Et des choses très, très troublantes, il faut quand même le dire. Alors, je suis toujours un peu méfiant sur les concepts de dons et de surnaturel. Si c'était vraiment un super pouvoir à la Marvel, on pourrait peut-être détecter des choses au niveau des scanners, et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il y a quelques travaux en laboratoire sur la médiumnité qui donnent des résultats intéressants, mais encore légèrement significatifs, comme s'il y avait un petit peu de la friture sur la ligne avec les esprits. Et après, on a les consultations au cabinet, comme avec Madame Semoule. Et là, pour le coup, il y a toujours cette lecture psychologique qui interfère et qui ne permet pas vraiment de savoir ce qui se passe. Vous, objectivement, votre intime conviction? Je travaille déjà au niveau de l'accueil de ces expériences, et il faut savoir que c'est tout à fait banal. Par exemple, quand vous perdez un proche, donc dans un cadre de deuil, vous avez plus de la moitié de la population qui va vivre ce qu'on appelle une nécrophanie, donc un signe, une vision, une voix, etc. Et en fait, c'est un facteur qui peut tout à fait faciliter le deuil. On peut tout à fait travailler sur la continuation des liens avec les défunts dans un cadre thérapeutique. C'est une chose qu'on est en train en fait, d'examiner à l'Université de Lorraine, et on ne peut pas forcément rejeter culturellement ce genre de phénomène très courant. Alors, c'est pas quelque chose qu'on s'imagine. Ça peut. Alors, est-ce que je peux juste rajouter quelque chose? Et Elsa racontait qu'elle a déjà senti son papa décédé. En fait, j'ai senti, je racontais à Sylvie que j'étais au téléphone dernièrement et que j'ai senti mon père, j'ai senti une main comme ça, très chaude, qui me disait « ce n'est pas ton chemin ». C'est rentré dans ma tête, il disait « ce n'est pas ton chemin ». Voilà, enfin, je savais pas quoi faire de ça, mais je l'ai senti très fort. Même tout en me disant, c'est pas possible, enfin, je suis folle. Voilà, et donc ce que j'expliquais à Elsa, c'est que toute notre perception est une construction. C'est notre cerveau qui construit la perception. Que ce soit la vision, l'audition, le toucher, toutes les perceptions. Et la plupart du temps, notre cerveau construit la perception à partir de vraies stimulations dans le monde environnant. Et puis parfois, il construit de la perception à partir de rien. C'est ce qu'on appelle une hallucination.
hallucination. Elle peut être produite dans tous les domaines, vision, audition, toucher. Et quand on est dans un certain état psychologique, notre cerveau peut fabriquer des perceptions. C'est pas du tout qu'on est fou, qu'on délire, qu'on a des hallucinations, comme on le voit chez des patients qui ont des grands délires. C'est juste que notre cerveau, au lieu d'exprimer une pensée, il va traduire cette pensée par une perception et nous faire croire que quelqu'un de l'au-delà qui n'est pas là nous touche ou nous donner l'impression qu'on a une sensation de présence. Mais il ne faut jamais oublier que tout ce qu'on perçoit est construit par notre cerveau. Sylvie, vous me cassez tout. Moi, j'étais contente, papa, de sentir ta main. Et donc, évidemment, on croit toujours que ce qu'on perçoit, c'est la réalité. C'est une photographie du monde extérieur. Donc, si on perçoit quelque chose visuellement et qu'on ne le voit pas, on pense que c'est un fantôme. Ou si on perçoit quelqu'un qui nous touche mais qu'il n'y a personne, on pense qu'il y a un fantôme. Mais en réalité, la perception, c'est une construction de notre cerveau. Moi, je suis totalement d'accord avec vous, Sylvie, mais je pense qu'il faut quand même laisser de la place au mystère aussi. Ah, mais on peut tout à fait. Parce que voilà, ce qu'a perçu... Après, on donne à ça le sens qu'on veut. Bien et évidemment. Effectivement, il y a ensuite des vertus Bien évidemment, mais c'est vrai qu'on peut laisser ce mystère et qu'Elsa puisse croire que c'était son père. Non, mais au-delà et on a envie de envoyer un signe. Si ça se trouve, qui peut se vanter de détenir les secrets de la vie? Qu'est-ce qu'on fait là? Quelqu'un peut me répondre? Non. Je vous dirai tout à l'heure. Marie, je sais que vous voulez poser absolument une question. Vous voulez profiter du thème du jour pour poser une question à Sylvie. Merci beaucoup, Agathe. Il y a une pratique qui me fascine, mais j'ai l'impression que c'est un peu un angle mort de la médecine. Entre médecine et mystère, on ne sait pas trop. Depuis toujours, on nous raconte la légende des coupeurs de feu ou des magnétiseurs, des personnes qui, par un simple geste ou une prière, peuvent apaiser les douleurs intenses liées aux brûlures ou aux séquelles des radiothérapies, par exemple. Depuis quelques années, ils interviennent même dans les hôpitaux. Des médecins vont jusqu'à recommander leurs interventions auprès des patients, bien que pour l'instant, vous allez me dire, mais il n'y ait pas de preuves scientifiques à l'appui. Et Sylvie, est-ce que certaines personnes ont ce pouvoir de couper le feu? C'est vrai que c'est une vraie question et c'est vrai que les médecins maintenant reconnaissent l'efficacité des coupeurs de feu, par exemple pour les grands brûlés ou parfois dans des cas de patients qui sont traités par chimiothérapie, on va conseiller aux patients d'aller consulter un coupeur de feu. Si les médecins le conseillent, c'est parce qu'il y a énormément d'expériences positives et que surtout, il n'y a pas d'effet secondaire. Donc ça ne se substitue pas à un traitement, première chose, et on n'a jamais vu un coupeur de feu générer des lésions. C'est placebo en fait. Alors, si vous croyez... Alors, Stan, si vous croyez à l'effet de l'hypnose, qui est un effet de suggestion, d'accord, qui est décrit, si vous croyez aussi à la psychosomatique, au fait que votre cerveau peut influencer du coup l'expression corporelle de certains mots, vous pouvez croire au coupeur de feu. Parce que du coup, on peut imaginer que la force de notre cerveau, c'est de pouvoir justement arrêter une douleur, arrêter une réaction inflammatoire, parce qu'on va croire à ce que la personne est en train d'appliquer. Alors, il se peut néanmoins, je n'élimine pas la possibilité que des gens aient des champs magnétiques, de l'énergie, appelez ça comme vous voulez, qui puissent agir. Là où je me dis que c'est plutôt de l'autosuggestion, c'est que certains font ça à distance. Et là, pour expliquer comment c'est possible, à distance, de pouvoir avoir un effet, à ce moment-là, ça veut dire que c'est dans votre propre cerveau que ça se passe. Merci beaucoup, Renaud Evrard, d'avoir été avec nous, d'avoir partagé votre savoir de psychologue clinicien, spécialiste des expériences dites paranormales. Votre livre « 16 cas de clinique des expériences exceptionnelles » est publié aux éditions Duno, très sérieuse. À très bientôt, Renaud Evrard. Merci beaucoup. Merci, Renaud. Merci. Mon Dieu. Allez, le fantôme de Sarah Kadour est sur le point de nous hanter. On se connecte. Sarah. Sarah Dublin. Allô. Oui, c'est encore moi. Bref, quand je vous ai quitté, j'ai fait une petite sieste et j'ai fait un rêve prémonitoire. J'y ai vu que Ali, il avait un fils caché d'une union défavorable et que ce fils, il venait à sa rencontre aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, je vous le dis. Excusez-moi, je cherche Ali Rébi. Ali Rébi, pourquoi? En fait, je suis son fils caché. Alors pourquoi t'es pas caché? Non, mais je suis son fils caché. Alors va te cacher vite, sinon il va jamais te croire. Va te cacher vite, cache-toi dans sa loge. Sinon il va pas te croire, cache-toi. Voilà, je vous l'avais dit. Voilà, alors attention. Pauvres stagiaires qui croient qu'ils vont faire un stage sérieux et qui tout à coup croisent la route de Sarah Kadour. Cela dit, elle a raison de s'interroger sur ses rêves prémonitoires parce qu'on a tous fait au moins une fois dans sa vie un rêve
qui était ultra précis et qui a fini par se réaliser. Sylvie, est-ce que notre cerveau, il est capable d'anticiper l'avenir pendant qu'on dort? Bien sûr. Grande question. Bien sûr, et d'ailleurs pendant le sommeil, qu'est-ce qu'on fait? On consolide nos souvenirs, donc on trie les informations de tout ce qu'on a vécu avant de dormir, on fait des projets sur ce qui va se passer, et donc par définition, le rêve prémonitoire, c'est comme une analyse pendant le rêve de choses qui se sont passées et de choses qui pourraient se passer. Et donc évidemment, quand ça se confirme et qu'on a rêvé quelque chose et qu'il se passe quelque chose qui ressemble à notre rêve, ça va nous marquer, on va garder ça en mémoire, on va même un petit peu ajuster le rêve pour qu'il colle encore mieux à la réalité. Et on va avoir l'impression qu'il y a un pouvoir magique de ces rêves prémonitoires. Ce qu'on ne dit pas, c'est que les 3/4 du temps, on va rêver de choses qui ne se produiront jamais, voilà. et qui du coup ne vont pas nous marquer, Voilà. et que finalement, finalement le rêve n'est pas un endroit magique où véritablement on peut prédire l'avenir. Sommes-nous seuls dans l'univers? On s'interroge sur tous les mystères de la vie avec l'astrophysicien Christophe Galfard. Un peu de raison sur ce plateau. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe Galfard, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc, comme le disait Comme le disait l'autre. Voilà, astrophysicien, vous êtes ancien disciple de Stephen Hawking et dans votre dernier livre qui s'appelle La vie à portée de main, vous apportez des réponses claires à toutes les grandes questions que l'humanité se pose depuis la nuit des temps. Et parmi celles qui vous turlupinent et qui nous turlupinent, la vie est-elle magique? J'adore cette question. Moi aussi, j'adore cette question. Hein, c'est vrai. Il faut que je réponde du coup. Répondez un petit peu au moins. Mais ce qui est amusant, dites-moi oui. En écoutant tout ce que vous avez dit dans le début de l'émission, c'est amusant parce que quand on est humain et qu'on découvre le monde qui est autour de nous, disons avec des yeux d'enfant, quand on ne sait rien, franchement, tout est magique. Tout pourrait s'envoler jusqu'à ce qu'on apprenne que les choses ne s'envolent pas et qu'on ait l'habitude des choses. Et c'est à partir de cette habitude qu'on a créé ce qu'on appelle la science, c'est-à-dire qu'on essaie de chercher des lois qui se cachent dans la nature, qui sont là, elles auraient pu ne pas être là, mais elles sont là. Et il se trouve qu'on a trouvé des lois et que ces lois nous permettent d'une certaine manière de prédire le futur. Et une des questions, c'est de savoir si la découverte de ces lois a enlevé la magie du monde. Parce que les mystères dont vous parliez, il y en a plein autour de nous. Pour moi, c'est l'inverse. Non seulement ça a rajouté de la beauté aux choses, mais en plus, ça a levé des voiles qui nous ont permis d'aller voir beaucoup plus loin que ce qu'on pensait. On va passer aux autres mystères quand même, Christophe, si vous êtes d'accord. La vie extraterrestre, bien sûr, vous ne pensez pas que vous allez être sur ce plateau sans répondre à cette question. Est-ce qu'on est seul dans l'univers? L'ancien président des États-Unis, Barack Obama, qui s'est exprimé sur le sujet, semble le croire. Are aliens real? They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in what is it? Area 51. Area 51. There's no underground facility, unless there's this enormous conspiracy, and they hid it from the president of the United States. What was the first question you wanted answered when you became president? Where are the aliens? Where are the aliens? Alors Christophe, est-ce que vous êtes d'accord avec Barack? C'est vrai que vu la taille de l'univers, ça semble probable qu'il y ait une vie ailleurs. Alors, la question réelle, c'est est-ce qu'il y en a eu sur Terre? C'est ça la question qui est posée. Alors, malheureusement, on n'a strictement rien qui nous dirait qu'il y a eu ou qu'il y a en ce moment des extraterrestres sur Terre. En tout cas, pas qu'on ait vu ou qu'on ait détecté. Après, l'univers, comme vous venez de le dire, est tellement gigantesque. On parle de milliards de planètes, avec probablement des conditions similaires à la Terre ailleurs aussi. Mais c'est tellement loin qu'on n'arrive même pas à le voir malgré nos télescopes ultra puissants. C'est beaucoup trop loin pour qu'on puisse le voir. Et même les trajets pour venir jusqu'à nous depuis notre planète, c'est colossal. Donc il y a à la fois c'est extrêmement probable que, je pense, qu'il y a de la vie ailleurs, oui. Qu'elle ait eu le temps de nous trouver. Déjà, il faut nous trouver. Hein. Ouais. Mais vous avez répondu oui, en tout cas. À quoi donc? Il a dit c'est probable. C'est probable. Si je pense qu'il y a de la vie ailleurs, moi, j'en suis persuadé. D'accord. Mais c'est tellement loin que c'est improbable qu'elle soit venue jusqu'à nous. Et même pour se dire, c'est ce que j'allais vers ça là, pour se dire, je vais aller visiter la Terre. Franchement, il y a des milliards d'années-lumière. Ouais. Cela dit, comme dit Barack ou un autre scientifique qui s'appelle Carl Sagan dans les années 80, si on est seul dans l'univers, quel gâchis de place. Oui, c'est concret, ça vous plaît ça, J'adore Carl Sagan. Oui.
Très grand astrophysicien américain. Autre grand mystère, l'influence des planètes sur nos comportements. Alors je vous rassure, je ne parle pas d'astrologie, je dis juste que certains animaux sont gouvernés par la Lune qui décident de leur déplacement ou qui synchronisent leur reproduction. Les cycles lunaires influencent également les marées. Alors pourquoi pas nous? On dit souvent qu'on dort mal les soirs de pleine lune. Qu'en est-il vraiment, Christophe Galfard? Alors pour mal dormir, je vais peut-être me tourner vers vous plutôt. Mais en revanche, juste pour l'influence, disons, des astres, le Soleil a clairement une influence sur nous. Le jour et la nuit, ça change tout. La Lune a clairement une influence sur le vivant qui est sur Terre, même sur la Terre elle-même, comme vous l'avez dit, avec les marées et absolument tout. Pour ce qui est des autres planètes, c'est beaucoup plus loin et elles ne sont pas vraiment très grandes. Donc leur influence... j'aime bien dire que souvent, le passage de quelques mouches au-dessus de votre berceau au moment de votre naissance a une influence plus grande que celle d'une planète qui serait en train de se lever à l'horizon à ce moment-là. Donc on pourrait peut-être faire de la mouchologie. Essayer d'expliquer. On fera une émission sur la mouchologie, tiens. J'adore. Christophe Galfard, Stan a décidé de mettre votre savoir à rude épreuve. Attention, vous n'êtes pas prêt, Christophe. Il va vous challenger, je vous préviens. Dans cette boîte-là, la boîte de Pandore, il y a quelques-uns des grands mystères de l'humanité. Depuis des siècles, pour les expliquer, on parle de malédictions, de légendes, d'extraterrestres, de forces surnaturelles. Eh bien, est-ce que vous aurez une explication à chaque fois? C'est ce qu'on va voir. On commence, c'est parti. J'ai un peu peur avec vos questions. Vous êtes prêts? Je précise que Christophe ne connaît pas du tout le contenu de cette boîte. Voilà, donc on va voir jusqu'où va son savoir, Christophe. C'est parti, je vais commencer par ce mystère. Direction le désert californien, dans la vallée de la mort. Il y a des pierres qui ont décidé de faire leur footing toutes seules, comme vous pouvez le voir sur ces images. Des blocs de plusieurs centaines de kilos qui se déplacent sans bras, sans jambes, sans intervention humaine. Christophe, qu'est-ce qui les pousse? Des forces surnaturelles, forcément. Alors, je suis assez d'accord qu'il n'y a pas de petits bras, pas de petites jambes sur ces pierres-là. J'ai potentiellement une explication. Ok, on vous écoute. Je crois que ça vient des changements de température et de la glace qui peut apparaître lorsqu'il pleut un petit peu ou lorsqu'il y a beaucoup d'humidité. Glace qui va se former dans la zone d'ombre de la pierre et qui, du coup, va la faire glisser et la pousser un peu millimètre par millimètre sur des dizaines d'années. Bravo Christophe. On va passer à un deuxième mystère. Attention, je le cherche. Tenez, celui-ci, les ovnis. Avec ces images qu'on va voir déclassifiées par l'armée américaine et authentifiées par le Pentagone, des vidéos filmées en caméra infrarouge par des pilotes de chasse de l'US Navy qui n'en reviennent pas. Écoutez. Oh, fleet of them, look on the ASA. Oh my gosh. Look at that thing, dude. There's troubleshooting as soon as I get. Oh my gosh, dude. Wow, look at it fly. Les gars ont l'air quand même bourrés. Oui, pourtant, ce sont des pilotes de l'US Navy qui ont filmé ça entre 2004 et 2015 au large des côtes de la Californie et de la Floride. On entend des pilotes qui affirment ne pas réussir à suivre ces ovnis qui vont beaucoup trop vite. Vous allez vous en sortir comment cette fois? Alors, je sais ce que c'est. Ce sont des objets volants non identifiés. Oui, les ovnis. Bien leur nom, Les ovnis. Alors, ce genre de choses, non, j'ai aucune idée de ce que ça peut être, clairement. Le premier, là, celui qui était juste avant, ça ressemble quand même à une mouche, une fois de plus, qui serait posée et qui tourne un petit peu à un moment, qui serait posée sur l'objectif. Je n'ai pas d'explication particulière à ce que c'est. Cela étant, il y a une grosse différence entre ne pas avoir d'explication et en donner une. Très bien. Et de ne pas savoir ce que c'est, il y a énormément de phénomènes qui ne sont pas expliqués et sur Terre et dans l'univers, et c'est là où on peut trouver des choses. Mais de là à dire ce sont des extraterrestres, parce que je sens que c'est ce que vous aviez derrière. Même réponse que moi. Ok, très bien. Allez, un dernier, qu'est-ce que je pioche? Escale dans le désert de Nazca, au sud du Pérou, là où une civilisation pré-inca aurait dessiné sans aucune aide extraterrestre une araignée de 45 mètres, comme ça, un sage de 90, un colibri de plus de 50 mètres, ainsi que des lignes droites de dizaines de kilomètres de long, au total près de 800 figures sur 450 km² de désert, des dessins tellement grands qu'on ne comprend pas vraiment, vu du ciel, à part ça en fait. Donc, sauf qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de soucoupe volante. Comment ils ont pu tracer ces lignes dans des telles proportions, Étrange, Christophe. Alors, ce qui est probablement très étrange, c'est pourquoi ils ont fait ça. Oui. Parce que l'idée de faire ce genre de dessin, franchement, on est tous capables, les yeux fermés, de faire un dessin et de le mettre à grande échelle et de le créer sur Terre en se disant que les dieux le verraient et pas nous. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal de... J'ai aucune idée de pourquoi ils ont fait ça. Peut-être pour implorer les dieux de la pluie ou autre chose. En effet, Christophe, c'était fait pour les dieux. Mais alors, comment ont-ils réussi à dessiner ces traces gigantesques? Eh bien,
figurez-vous qu'il y avait des collines environnantes, eh bien, ils montaient tout là-haut. Ça leur donnait suffisamment de perspective pour faire ces grands dessins. Et d'ailleurs, si vous voulez plus d'explications, je vous invite sur la plateforme de France Télé à regarder un documentaire qu'il aurait consacré, un documentaire qui a été produit pour France 5. Merci beaucoup. Donc, je conseille La vie à portée de main. C'est aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup, Christophe Galfard. Je rappelle que vous êtes astrophysicien et qu'on peut vous retrouver le samedi matin sur France Inter dans l'émission Big Bang. C'est à 11h. 11h. Est-ce qu'il faut regarder Ali Rébéi sur France Inter tous les jours dans Grand Bien vous fasse? Oh là, apparemment, faut le faire, mon Dieu. Hein, sinon, vous arrivez des bricoles comme la poupée. À 10h. Et vous, Agathe, on vous retrouve dans Bel et Bien ensemble. Ah oui, alors là, tu le contrôles plus. Calme-toi. Vendredi à 9h55 sur France 2. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il a? On n'a jamais vu une émission aussi formidable, cette quotidienne. On se retrouve la semaine prochaine. Oh, mais calme-toi. Ah oui, avec les mêmes personnes. Oui, la même chaîne. Oh là là, bon, allez. Tu peux essayer? Touchez pas. Non, mais Chaque pendule est ça ne revient ou pas. Non. J'y vois un oui, hein. Bon, allez, à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye. Merci à tous.